Bonjour, chers étudiantes et étudiants de Motivation et Émotion PSF 342. Nous parlons aujourd'hui de la régulation des émotions. Régulation dans le contexte présent, voyez ça comme voulant dire gestion, par exemple. Gestion des émotions, contrôle des émotions, régulation des émotions, tout ça rentre dans le terme qu'on utilise en psychologie qui est régulation des émotions. Lorsqu'on parle de la régulation des émotions, un nom que vous devez connaître, c'est le nom de Gross. Je pense que c'est David Gross, qui est un grand chercheur dans le domaine de la régulation de l'émotion. Et on va utiliser un peu sa définition pour parler du phénomène ou du concept en question. Et Gross nous dit que la régulation émotionnelle, ça implique des processus, toutes sortes de processus, toutes sortes de stratégies, de mécanismes, de manières de faire, de moyens, qui nous permettent d'influencer quatre choses. Un, quelle émotion on ressent. Donc, on peut essayer, à travers certaines stratégies, de ressentir une certaine émotion dans une certaine situation, ou de ne pas en ressentir une dans une autre. Deux, le moment où nous les ressentons. On peut essayer de dire non, c'est pas le moment de pleurer maintenant, ou ça sera un bon moment pour se fâcher, ou ça sera un bon moment pour se sentir courageux, ou ça sera un bon moment pour se sentir de la gratitude, et ainsi de suite. Trois, notre expérience de ces émotions, okay? Notre ressenti subjectif, comment on ressent cette émotion-là. Et 4, notre expression de ces émotions. Comment qu'on les exprime, comment qu'on les démontre aux autres. Okay, donc ça, c'est 4 choses que nous pouvons influencer et que quotidiennement, nous influençons avec toutes sortes de stratégies. Okay. Quelle émotion on ressent? Quand est-ce qu'on les ressent? Comment on les ressent? Notre expérience, bref, de ces émotions-là. Et comment on les exprime. Et on peut imaginer un modèle très simple de la régulation émotionnelle. Donc, certains modèles sont très, très simples. Comme on a ici un modèle 2 par 2 qui identifie, dans le fond, 4 types de tâches qu'on souhaite faire lorsqu'on fait de la régulation émotionnelle, dépendant si l'émotion qu'on a est positive ou négative, et dépendant si on veut réguler à la baisse, ce qui veut dire essayer de diminuer, ou réguler à la hausse, ce qui veut dire essayer d'augmenter. Parce que n'oubliez pas que la régulation des émotions, c'est pas juste essayer de ressentir moins ou de moins exprimer, ça peut être l'inverse, essayer de ressentir plus et plus exprimer aussi. Okay? Donc, on a 4 cellules ici qui, dans le fond, représentent. Je dirais pas que c'est tous les phénomènes de la régulation émotionnelle, mais plusieurs phénomènes de la régulation émotionnelle, plusieurs fois où on utilise la régulation émotionnelle, ça va tomber dans une de ces cases-là. Donc, positif, régulation à la baisse, ça c'est des situations où vous vous sentez positif, mais vous voulez essayer de le ressentir moins ou peut-être de moins le montrer. Okay? Donc, on peut imaginer une situation où est-ce que c'est pas approprié d'être très heureux ou c'est pas approprié de le montrer. Donc, on va essayer de réguler à la baisse, peut-être essayer d'être moins heureux, moins super content et peut-être moins le montrer. Okay? Positif, régulation à la hausse. Ça, ce serait donc une situation où est-ce qu'on essaye d'augmenter notre état positif. Okay? Donc, je sais pas, moi, on est... n'importe quelle situation où est-ce que vous vous dites, je devrais être content, ma vie est belle, pourtant, j'ai pas tant de problèmes que ça, tatati. Donc, là, vous essayez de faire de la régulation à la hausse. 3, négatif, régulation à la baisse. Donc, ça, c'est un peu le classique, où est-ce qu'on ressent de l'émotion négative et on aimerait le réguler à la baisse, donc diminuer cette émotion-là, ou du moins l'expression de cette émotion-là. Donc, imagine qu'on est triste, on est dans un groupe et on apprend quelque chose qui nous concerne juste nous,
Les autres sont contents de la nouvelle, nous on est très triste de la nouvelle. Peut-être qu'on voudrait beaucoup moins montrer aux autres qu'on est triste, ou peut-être qu'on voudrait essayer de se dire, ben c'est pas si pire que ça, puis diminuer notre tristesse, par exemple. Donc ça serait un cas comme ça, négatif, régulation à la baisse. Et négatif, régulation à la hausse, ben c'est un peu plus dur à imaginer, mais c'est possible, c'est qu'il y a des fois où est-ce que ça serait approprié de se sentir un peu plus dans un état négatif. Imaginons quelqu'un qui est, par exemple, je sais pas moi, qui est en déni à propos de quelque chose de négatif qui est arrivé, puis qui fait pas son deuil, par exemple, à propos du décès d'un être cher. Très souvent, l'idée, c'est de lui amener à ressentir cette tristesse-là, par exemple. Je suis pas un expert dans le domaine du deuil, là. Mais c'est ce qu'on pense souvent, tu sais, que c'est important pour les gens de ressentir leur deuil puis d'être triste quand c'est le moment d'être triste. Et donc, on pourrait imaginer certaines situations où quelqu'un veut réguler à la hausse un état négatif. D'autres états négatifs, par exemple, je sais pas, imaginons une situation dans laquelle quelqu'un ne comprend pas le risque alors qu'il y a un énorme risque, puis on voudrait qu'il ait un peu plus peur de la situation, qu'il soit un peu plus stressé. Pas parce que c'est bien d'avoir peur par soi-même, mais parce que il y a beaucoup de risques, ça serait vraiment préférable qu'il soit dans un état d'alerte, tu sais. Ben là, on voudrait faire de la régulation à la hausse, la personne devrait faire de la régulation à la hausse. C'est un peu plus difficile à imaginer, évidemment, là, mais c'est possible. Le classique, évidemment, c'est le négatif régulation à la baisse, là, puis le positif régulation à la hausse. Mais le positif régulation à la baisse et négatif régulation à la hausse est tout aussi possible. Donc ça, c'est un modèle très simple, 2 par 2 avec 4 cellules, qui démontre, dans le fond, 4 possibilités de situations de régulation émotionnelle qui sont probablement, qui représentent probablement beaucoup de situations dans la vie quotidienne. Tu sais. Mais c'est un modèle comme ça, et le problème avec ces modèles-là, c'est qu'ils ne représentent pas du tout la question du temps. Pas du tout. Tu sais, il casse, il sépare le concept de régulation émotionnelle en 4 possibilités. Régulation à la baisse d'un état positif, régulation à la baisse d'un état négatif, régulation à la hausse d'un état positif, régulation à la hausse d'un état négatif. Mais ils nous disent très peu sur comment tout ceci se déroulerait dans le temps et différentes stratégies, différentes possibilités, etc. Si on veut rentrer un peu plus dans les détails comme ça, il y a d'autres modèles, dont le modèle du processus de la régulation émotionnelle de Gross, 98. Et ce modèle-là, ce qu'il fait, c'est au lieu de catégoriser la régulation en 4 grands groupes, ce qu'il nous dit, c'est, regardez, nous, on va vous présenter visuellement, sur une ligne du temps, la régulation émotionnelle comme un processus, comme quelque chose qui arrive, et dépendant qu'est-ce qui arrive, vous faites telle chose, et si vous êtes rendu à tel point dans le temps, c'est trop tard pour faire telle chose, mais vous pouvez maintenant faire telle chose, et ainsi de suite. Okay? Donc ce modèle-là fonctionne sur une ligne du temps. Donc imaginez une ligne du temps ici simplement, où est-ce qu'on a le début disons le début de la situation, puis la fin de la situation, par exemple. Okay? Et ce modèle-là nous dit que, disons qu'il y a une situation, par exemple, qui vous fâche. Okay? Une situation qui vous fâche. Bon, le modèle dit qu'on peut réguler votre colère. Vous pouvez réguler votre colère de différentes manières, avec différentes stratégies, dépendant où vous êtes dans le temps, sur cette ligne du temps d'un événement qui vous fâche. Okay? Et la première place où vous pouvez intervenir, c'est au tout départ de la situation. OK? Au tout départ de la situation. Ce qui veut dire que si vous savez qu'une situation va vous fâcher, vous le savez, vous pouvez le prédire, ça fonctionne à tous les fois, une des choses que vous pouvez faire, c'est choisir de ne pas aller dans cette situation-là. Juste choisir de ne pas commencer cette ligne du temps-là, ne pas rentrer dans cette situation-là. Vous savez qu'à chaque fois que dans une fête, il y a telle personne, vous vous fâchez toujours contre cette personne, puis ça finit toujours en crise. Samedi, il y a une fête et cette personne-là est invitée, vous pourriez choisir de ne pas y aller. Okay? Donc, ne pas y aller, ça serait une stratégie de régulation de la colère avant même que l'événement qui déclenche la colère commence. Okay? C'est ce qu'on appellerait de la sélection de la situation. Okay? Ou vous pourriez aussi modifier la situation, voulant dire, par exemple, je ne sais pas moi, vous pourriez
aller à la fête, mais arranger les choses pour que vous ne parliez jamais à cette personne. Jamais, jamais. Vous avez des façons, vous avez des gens qui vont vous entourer et jaser avec vous, juste pour s'assurer que vous n'allez jamais parler avec cette personne-là, parce que vous savez que si vous commencez à parler avec cette personne-là, ça va finir en crise de colère. Donc ça serait de la modification de la situation. Donc des stratégies comme ça, par exemple de gestion de la colère, là où vous allez sélectionner est-ce que je rentre dans cette situation-là ou non, ou la modifier, la situation, oui, je vais rentrer dans cette situation-là, mais je vais la modifier d'une certaine manière que je n'ai jamais à interagir avec cette personne-là. Ça, ce sont des stratégies qui sont focalisées sur l'antécédent. Et l'antécédent, c'est la chose qui va déclencher. L'antécédent, c'est dans le fond le déclencheur, là, okay? Le déclencheur de la colère. Okay? Les stratégies sont focalisées sur l'antécédent, sur le déclencheur. Dans l'exemple ici, sur le fait que vous pourriez rentrer en contact avec la personne. 2 stratégies possibles ici. Je vais sélectionner des situations dans lesquelles je ne rentre pas en contact avec la personne en me pointant même pas là où la personne est. Ou bien je vais modifier un peu la situation en me pointant dans le même endroit là où la personne est, mais en m'assurant que je n'interviens jamais avec cette personne-là, que je n'interagis jamais avec elle, par exemple. En restant dans une salle différente de la maison là où est le party, par exemple. Okay? Tout ça, c'est des stratégies focalisées sur l'antécédent. Okay, au niveau de la situation elle-même. OK? Donc, je me suis devancé un peu en termes de mes explications, mais je peux revenir là-dessus ici. Là. On a une définition pour sélection de la situation et modification. Donc, sélection de la situation, c'est toute action qui augmente ou diminue les probabilités que vous vous retrouviez dans une situation qui va déclencher une émotion souhaité ou non souhaité. Il devrait y avoir un accent aigu ici. Là. Donc, par exemple, comme je vous dis, décidez de ne pas aller au party là où vous savez que la personne va être. Ici, on a un exemple. Prenons un exemple qu'on va répéter constamment dans le PowerPoint pour l'instant. Imaginons que vous êtes à l'épicerie, puis il y a une longue ligne d'attente, puis c'est vendredi, puis vous êtes tanné, vous avez hâte de rentrer chez vous. Mais vous ne voulez pas vous fâcher. Donc, sélection de la situation, ça serait de changer de ligne d'attente, par exemple. Changer de file d'attente. Tu sais, vous allez regarder, y a-t-il plus de monde là? Il semble y avoir une personne de moins là. Au moins, ça me donne l'impression que j'ai fait quelque chose, puis, ça enlève un peu ma colère de devoir attendre dans une ligne. Il y a un petit peu moins de personnes dans la ligne 2, donc je vais aller dans la ligne 2, par exemple. Donc ça, c'est changer la ligne d'attente. Okay. Modification de la situation, c'est modifier la situation afin de changer son impact émotionnel. Dans l'exemple tantôt que je vous disais, arranger la fête, ou s'arranger avec la personne qui est qui organise la fête, comme quoi vous n'aurez jamais à interagir avec la personne nécessairement, ou les chances sont faibles que vous aurez à interagir avec l'invité qui vous dérange, par exemple. Dans le cadre de un exemple où est-ce que vous attendriez en ligne, vous êtes dans la ligne, il y a juste une ligne, ça vous fâche d'être dans la ligne, mais vous savez que ça va vous fâcher. Pour éviter que ça vous fâche, vous allez par exemple entamer une conversation avec quelqu'un dans la file d'attente pour faire passer le temps, par exemple. Okay? Donc ça, c'est modification de la situation. Mais Gross nous dit que des fois, on n'a pas le choix dans la situation dans laquelle on se retrouve et on ne peut pas la modifier, il est trop tard. Okay? Quelque chose arrive, vous n'avez pas eu le temps de vous retirer de la situation ou de choisir, vous n'avez pas le temps de modifier la situation à votre avantage pour réguler certaines émotions, et là, voilà, vous vous retrouvez maintenant dans la situation, et là, la colère commence, par exemple. OK? Puis je parle de colère ici parce que j'approche ça dans le cas classique où on veut réguler à la baisse une émotion positive, mais on pourrait inventer des situations où on voudrait, par exemple, réguler à la hausse ou réguler à la baisse une émotion positive. J'ai-tu dit négatif tantôt? Oui, je pense que j'ai dit négatif. On pourrait aussi appliquer ça à des émotions positives. Okay? Bon. Mais imaginons que vous êtes dans la situation, c'est trop tard pour la choisir ou pour la modifier, vous y êtes. Gross nous dit, à ce point-ci, vous avez 2 possibilités. Okay? Vous pourriez
changer votre état émotionnel un peu ou tu sais c'est pas tout le temps en passant de dire je veux plus du tout être fâché puis je veux être content. On sait très bien que c'est quasiment impossible, mais très souvent la régulation émotionnelle c'est être un petit peu moins fâché. Passer de 10 à 8, c'est déjà pas pire, par exemple. T'sais, ou de 8 à 6 ou quelque chose comme ça. En termes en termes de diminuer de la colère, par exemple. T'sais. Ou si on veut augmenter un état positif, comme passer de 2 à 7 ou de 2 à 5, ça serait déjà pas pire. T'sais. Je me sens j'ai de la gratitude à peu près 2, mais j'aimerais ça en ressentir à 5, me ressentir un peu plus en gratitude par rapport à l'événement et ainsi de suite. T'sais. Bon, mais là, vous avez deux possibilités qui là ne jouent pas sur l'événement, le stimulus, parce que le stimulus, il est arrivé, il est déjà là, vous ne pouvez plus rien faire, mais vous pouvez changer la façon dont vous évaluez l'événement, ou le stimulus dans le fond. Vous évaluez l'événement. La première façon, c'est en jouant avec votre attention, okay? Et c'est une stratégie qu'on appelle le déploiement attentionnel. Okay? Mais si vous n'arrivez pas à changer votre attention ou ce à quoi vous portez attention, puis c'est en plein dans votre face, l'événement, vous ne pouvez pas ne pas le voir, il est là, vous ne pouvez pas amener votre attention à quelque part d'autre. Vous pourriez peut-être, même si vous portez votre attention à l'événement, réinterpréter cognitivement l'événement. Et ça, c'est l'interprétation. La stratégie ici, c'est la réinterprétation cognitive. OK? Donc, déploiement attentionnel, c'est toute stratégie où on essaie de diriger son attention vers la situation ou hors de la situation, dépendant, pour influencer son émotion. Donc, on va jouer avec ce sur quoi on se concentre. Par exemple, diriger son attention vers une mémoire positive ou vers quelque chose qu'on trouve de plaisant dans le supermarché. Alors, vous êtes en ligne, c'est vendredi, vous êtes fatigué, il y a une super longue ligne, vous commencez à être vraiment frustré. Mais il y a un petit bébé dans une poussette, 3 personnes en avant de vous dans la ligne, puis il est ou elle est vraiment mignonne, ce petit bébé-là, fait des rires avec maman et tout ça. Alors vous allez choisir de regarder le petit bébé et à la place pour porter attention sur quelque chose d'autre que le fait qu'il y a cette maudite ligne, qu'il y a 50 personnes dedans, puis c'est long, puis c'est vendredi, vous êtes tanné, vous avez faim, puis ainsi de suite. Okay? Donc ça, c'est le déploiement attentionnel. Ou vous pourriez choisir de regarder alentour du supermarché et porter attention sur toutes les couleurs, ou porter attention sur les décorations, si c'est Noël, par exemple, quelque chose comme ça. La réinterprétation cognitive, c'est toute stratégie qui consiste à changer la manière dont vous pensez ou dont vous évaluez la situation. Donc, c'est pas nécessairement de porter attention sur quelque chose d'autre au niveau visuel ou au niveau de ce que vous entendez ou quelque chose comme ça, mais c'est changer la façon dont vous pensez à la situation afin de modifier votre impact, son impact émotionnel. Pourquoi? Parce que très souvent, les émotions sont fonction de la manière dont on interprète la situation. Très souvent, la façon dont on se sent, elle est la conséquence de comment on interprète la situation. Donc, vous pourriez faire plein de choses pour réinterpréter cognitivement la situation. Se dire, par exemple, que la situation pourrait être pire qu'elle l'est présentement. Ou se dire que, comme par exemple, une affaire, vous pourriez vous dire, c'est, oui, je suis dans une ligne, il y a 50 personnes, c'est long, c'est vendredi, je suis tanné. Mais regarde comment je suis chanceux d'avoir un supermarché à ma disposition avec plein de nourriture, d'un peu partout dans le monde, je peux m'acheter plein de trucs, c'est fantastique, c'est pas à moi à les faire pousser, ces fruits et légumes et ces trucs-là, c'est pas à moi à chasser la viande. C'est incroyable comment qu'on existe dans un monde où tout ceci nous est disponible, du moins dans l'Ouest, chez les gens favorisés. Aussi, en plus, c'est ça, c'est fantastique. T'sais? Donc ça serait de dire, hey, écoute, je comprends qu'il y a la ligne et que c'est long, mais te rends-tu compte de comment incroyable c'est que tu as accès à de la bouffe que tu peux acheter, que tu n'as pas besoin de faire pousser toi-même. Et en plus, c'est de la bouffe qui n'est même pas avariée. Il y a très peu de chances que tu sois malade ou que tu aies une intoxication alimentaire avec ça. C'est fantastique et ainsi de suite. Et c'est toi qui as choisi, on ne te force pas à manger des choses. T'sais? Donc il y a façon de réinterpréter cognitivement la chose.
Ou vous pourriez dire, par exemple, vous voyez un enfant dans la ligne, puis vous pourriez dire, wow, c'est long pour moi, mais imagine comment long ça doit être pour cet enfant-là, par exemple. OK? Ou vous voyez une femme enceinte, par exemple, dans la ligne, et vous vous dites, wow, ça doit être encore plus difficile. Une personne âgée, par exemple, vous vous dites, wow, ça doit être très difficile pour cette personne-là de rester debout comme ça pendant longtemps. Ce serait bien si quelqu'un pourrait lui offrir une chaise ou quelque chose comme ça. Donc, vous essayez de réinterpréter réinterpréter la situation pour vous, dans le fond. OK? Donc ça, c'est à un moment dans le processus où est-ce que vous n'avez pas eu le choix de sélectionner ou de modifier la situation. La situation est arrivée, vous êtes dedans, vous pouvez changer ce sur quoi vous portez votre attention ou changer la façon dont vous interprétez la situation. Puis je dis « ou », mais en fait, vous pouvez faire les deux. Hein? Vous pourriez très bien réinterpréter la situation et ensuite porter votre attention sur quelque chose d'autre. Les deux ne sont pas l'un ou l'autre. Ça peut être fait les deux en même temps. Mais imaginons que la situation est arrivée, puis vous n'avez pas été capable de changer votre attention, vous n'avez pas été capable de réinterpréter cognitivement la situation, ça n'a juste pas fonctionné. Vous êtes fâché, c'est trop tard, vous êtes en maudit, c'est vendredi, vous avez hâte de rentrer chez vous, il fait noir dehors, il fait froid dehors, vous êtes dans une ligne au supermarché, il y a 40 personnes, c'est lent. Là, vous êtes au point où est-ce que vous ressentez l'émotion, c'est trop tard, elle est sortie, vous êtes en maudit, vous êtes fâché, vous le ressentez dans votre corps et ainsi de suite. Là, une stratégie que vous pouvez essayer de faire, c'est de la suppression. OK? La suppression, ici, vous travaillez non pas sur la façon dont vous évaluez l'événement. Vous pourriez très bien, là, parce que vous pouvez toujours réessayer de réinterpréter, mais imaginons que c'est trop tard, là, vous n'avez pas été capable d'empêcher d'être fâché, puis là, vous êtes fâché. Une des choses que vous pouvez faire, c'est d'essayer de juste supprimer la colère. OK? Donc, on parle ici de stratégies qui travaillent sur la réponse. Pas l'évaluation de l'événement, pas sur l'événement lui-même, pas sur l'évaluation par attention ou interprétation, mais sur la réponse et plus spécifiquement sur la suppression de la réponse. Donc, vous pourriez choisir de faire un sourire, de sourire à la place d'être fâché, ou des fois, quand les gens sont fâchés, ils vont chantonner, tu sais, ou commencer à chanter des chansons, pas fort évidemment, là, ou à siffler, ou respirer profondément, ou desserrer les poings, ou tout ça pour essayer d'annuler cette réponse que vous ressentez, que vous dites, ah non, je suis en train de me mettre en maudit, je suis en train de me mettre en colère, tu sais. Donc, la stratégie comportementale, c'est n'importe quelle stratégie. La suppression comportementale, c'est n'importe quelle stratégie que vous pouvez utiliser qui va contrôler ou inhiber l'expression comportementale de votre réponse émotionnelle. Donc, se concentrer pour ne pas froncer les sourcils, pour ne pas serrer les poings, pour ne pas avoir un ton de voix fâché, et ainsi de suite. OK? Lorsqu'on fait ça en passant, c'est pas clair qu'on est toujours convaincant, hein? Vous savez vous-même que les gens peuvent très souvent voir que vous êtes fâché, mais vous essayez d'agir de manière inverse. T'sais. Mais c'est correct, les gens l'essayent souvent, ça. OK? Et en fait, ce qu'il faut comprendre de ce modèle de processus-là, c'est que, bon, non seulement ça va dans le temps du début de la situation jusqu'à l'arrivée de votre expression, de votre émotion, OK? Mais en plus, le fait que vous avez une émotion, ça crée une nouvelle situation. OK? Donc, le fait que vous êtes fâché, par exemple, puis que vous exprimez votre colère, si vous n'arrivez pas à supprimer votre colère, OK, ça pourrait faire que quelqu'un dans la ligne dit quelque chose à propos de vous. Vous savez, vous n'êtes pas le seul, hein? Nous aussi, on est en train d'attendre. Puis là, ça, c'est une nouvelle situation. Est-ce que vous allez vous concentrer sur ce que la personne a dit? Est-ce que vous allez essayer de réinterpréter de manière charitable ce qu'elle a dit? Donc, chaque événement, au point où on arrive à la réponse émotionnelle, ça déclenche une nouvelle situation. Donc, il y a une boucle à ça, là, OK? qui ne finit jamais en théorie. T'sais? Donc, ça, c'est le modèle du processus de la régulation émotionnelle. Et il y a beaucoup d'études qui ont porté sur, par exemple, quel est le niveau
préférable auquel on pourrait agir? Est-ce que c'est mieux d'agir à ce niveau-là, au niveau de l'évaluation de l'événement, ou est-ce que c'est mieux de juste avoir l'émotion puis essayer de l'éteindre au niveau comportemental? OK? Essayer de juste pas l'exprimer pour qu'elle diminue un peu. Il y a beaucoup d'études qui sont portées là-dessus. Et il y a beaucoup d'études qui étudient ça de la manière suivante. Par exemple, vous rentrez dans le laboratoire, puis on va vous montrer un film qui va vous amener un peu de détresse émotionnelle, puis on va s'assurer que vous avez de la détresse émotionnelle. Un film qui peut vous stresser, ou qui peut vous dégoûter, ou qui peut vous rendre très triste, ou vous faire peur, par exemple. OK? Et on va vous donner trois, dépendant dans quel groupe vous êtes, vous pourriez être dans un de trois groupes. OK? Dans le premier groupe, visionnement sans instruction. Ah oui, en fait, on va vous montrer des films qui peuvent vous perturber au niveau négatif, mais aussi des films positifs qui peuvent vous faire rire, vous mettre dans un état positif. OK? Puis, ce qu'on s'intéresse, c'est on va vous demander de faire de la régulation émotionnelle, soit en utilisant la réinterprétation cognitive ou bien en utilisant la suppression. OK? Donc, vous arrivez dans le lab et on va vous dire, regardez, on va vous montrer des films et on aimerait que vous fassiez quelque chose en regardant les films. Et en fait, on vous met dans un de trois groupes. Okay? Si vous êtes dans le premier groupe, on va vous dire, les films qu'on va vous montrer, là, regardez-les comme vous voulez. Okay? On ne vous donne pas d'instructions, regardez-les, puis c'est tout. Ça, c'est le groupe sans instruction. Le deuxième groupe, c'est le groupe d'instruction de réinterprétation cognitive. Ça, c'est, on vous dit, là, quand vous allez regarder les films, essayez de, puis là, on vous dit des choses qui sont des consignes de réinterprétation cognitive. En fait, je les ai ici, là, pour la réinterprétation cognitive. On dit, vous allez voir un extrait vidéo, essayez de maintenir une attitude détachée et non émotionnelle en le visionnant. Autrement dit, essayez de penser à ce que vous voyez de manière objective et en termes techniques. Donc, si vous regardez un film épeurant, essayez de réaliser que vous regardez un acteur qui fait dans un scénario, il y a un scénario, il y a probablement un caméraman, vous ne le voyez pas, mais c'est clair. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de regarder un film épeurant en réalisant que c'est des acteurs, qu'alentour, il y a toute une équipe, même si on ne les voit pas à l'écran, qu'il y a un caméraman, qu'il y a un réalisateur qu'après qui va dire « couper », que les acteurs ensuite, que c'est leur travail. Lorsque vous regardez un film comme ça change vraiment l'effet du film. Et ça, c'est un exemple de réinterprétation cognitive. Okay? Donc, regardez l'extrait attentivement, mais faites bien attention à penser à ce que vous regardez, de manière à avoir aucune émotion. Ça, c'est la réinterprétation. OK? Donc, on vous donne des instructions ici, si vous êtes dans le deuxième groupe. Si vous êtes dans le troisième groupe, on vous donne des instructions de suppression. Et ça, je les ai ici, je crois, oui. Donc, on dirait, vous allez voir un extrait vidéo. Si vous avez des émotions pendant le visionnement, faites bien attention de ne pas les montrer à personne. Essayez de garder votre visage le plus neutre possible, vos mains, vos bras le plus neutre possible. Faites en sorte qu'un individu vous observant ne pourrait pas du tout savoir ce que vous ressentez. Ou que vous ressentez même quelque chose, qui est resté complètement neutre. Okay? Donc, on a ces personnes-là dans trois groupes. Donc, si vous êtes dans un groupe, vous n'êtes pas dans les deux autres. Là, okay? C'est ce qu'on appelle du inter-sujet là, ou intergroupe. Donc, ceux qui sont dans le groupe visionnement sans instruction vont regarder des extraits de films neutres, des extraits de films positifs puis des extraits de films négatifs. Ceux qui sont dans le groupe instruction de réinterprétation cognitive aussi vont regarder des extraits neutres, positifs et négatifs. Et aussi, ceux qui sont dans le groupe instruction de suppression vont regarder des extraits neutres, positifs et négatifs. Et ensuite, ce qu'on va mesurer, c'est trois choses. On va mesurer leur affect à tous ces gens-là de manière auto-rapportée. On va demander comment ils se sentaient. Okay? Ensuite, on va mesurer leur comportement. Okay? Et ensuite, on va mesurer des choses à propos de leur physiologie, leur rythme cardiaque et ainsi de suite. Okay? Et là, on met ça dans un gros tableau qui est celui-ci. Donc, et ça, c'est une étude, en fait, qui a été faite par Gross et Levinson en 1993, qui regarde, c'est quoi les conséquences
à très court terme, là, dans le moment, là, c'est quoi les conséquences de la suppression et de la réinterprétation sur l'expérience ressentie, le comportement et la physiologie des gens. Okay? Et dans le fond, le groupe contrôle, le groupe par rapport auquel on va juger les deux autres groupes, c'est le groupe sans instruction. Okay? Donc ici, j'ai mis des étoiles un peu partout, dans le fond, des astérisques, pour dire que, dans le groupe sans instruction, les gens ressentaient certaines expériences ressenties, et il y avait certains comportements et il y avait certaines tendances physiologiques. Okay? Et ça, c'était la base. Okay? Mais ce qui est vraiment important, c'est si on regarde, par exemple, ceux à qui on a demandé de faire de la réinterprétation, okay, ceux à qui on a demandé de faire de la réinterprétation, si on regarde dans les extraits positifs et négatifs, pour l'expérience ressentie, vous voyez un petit moins ici puis un petit moins ici. Ça veut dire que ceux dans ce groupe-là ont rapporté moins d'expérience, moins d'expériences ressenties, autant positives dans les films positifs que négatifs dans les films négatifs, okay? Moins d'expériences ressenties comparativement au groupe sans instruction. Donc, la réinterprétation a été capable de faire diminuer leur expérience ressentie d'affects positifs et d'affects négatifs. Okay? Est-ce que la suppression a été capable de faire ça? Oui, la suppression a été capable de faire en sorte que les gens ressentaient moins d'affects positifs avec les extraits positifs, mais elle n'a pas fonctionné au niveau des effets négatifs. Donc, la suppression n'a pas rendu les gens n'a pas diminué l'expérience négative des gens. Okay? Donc, direct là, Gross et Levinson nous dit que selon leur étude, la suppression n'est pas une bonne stratégie pour se sentir moins négatif. Parce que comparativement au groupe sans instruction, il n'y a aucune différence. Alors que c'est une stratégie pour se sentir moins positif. Ça fonctionnait, ça faisait diminuer. Donc, tu sais, la suppression pourrait être une bonne stratégie. Par exemple, en classe, si vous avez vraiment le goût de rire en classe, mais vous ne voulez pas porter l'attention sur vous, tu sais, ça arrive des fois, essayez juste de supprimer ça en serrant les poings ou peut-être en se faisant mal, en se pinçant les jambes ou quelque chose comme ça, ou en se pinçant la joue ou quelque chose comme ça, tu sais, ou en prenant un crayon puis en mettant la mine dans la peau de sa main, puis en essayant de se faire mal, par exemple, pour essayer de supprimer ce sourire-là, ça peut fonctionner, ça peut vous donner moins envie de rire, par exemple. Mais au niveau négatif, si vous êtes fâché, le fait de vous forcer à sourire ou de ne pas montrer du tout d'émotions négatives, ça risque de ne pas, selon cette étude-là, changer comment négatif vous vous sentez. Okay? Au niveau des comportements, la réinterprétation, quand on disait aux gens de faire de la réinterprétation cognitive, ils avaient moins de comportements de sourire, par exemple, ou de rire dans le clip positif comparativement au groupe sans instruction, et moins de comportements négatifs, comme par exemple froncer les sourcils, que dans le groupe sans instruction. Donc ça fonctionnait. Et même chose au niveau de la suppression. Même chose au niveau de la suppression, ça faisait en sorte que les gens montraient moins de comportements, autant positifs que négatifs, comparativement au groupe sans instruction. Okay? Donc, ici, ça fonctionne. Ce qui est vraiment intéressant, c'est au niveau physiologique. Okay? Lorsque on était... Donc, comparé au groupe sans instruction, si on demandait aux gens de faire de la réinterprétation cognitive, ça diminuait la physiologie, les indices physiologiques associés à l'émotion positive comparativement au groupe sans instruction, et ça diminuait la réaction physiologique associée à l'émotion négative comparativement au groupe sans instruction. Donc, ça fonctionnait bien pour diminuer la physiologie de l'émotion, si on veut. Ça fonctionnait bien. Donc, la réinterprétation fonctionnait super bien pour diminuer l'émotion ressentie, que ce soit positif ou négatif, pour diminuer les comportements, que ce soit positif ou négatif, et pour diminuer l'activation physiologique du corps, là, si on veut, le rythme cardiaque, etc., que ce soit dans un état positif ou négatif. Mais l'inverse est vrai pour la suppression. Lorsqu'on demandait aux gens de faire de la suppression, de supprimer leur rire ou de supprimer leur état négatif, ce qu'on voyait, c'était une augmentation comparativement au groupe sans instruction. Okay? Une augmentation
des indices physiologiques, autant positifs et négatifs. Donc, ça se retourne contre nous. Au niveau physiologique, si, dans cette étude-là, si les gens se forçaient à ne pas montrer de signes positifs ou de signes négatifs, à rester de glace, à rester complètement neutre, ça augmentait les indices physiologiques de l'état positif ou négatif, rythme cardiaque et ainsi de suite. OK? Donc, dans le fond, ce qu'on voyait, c'est que la réinterprétation, ça fonctionnait à diminuer, à réguler à la baisse pour tout, autant l'expérience ressentie que le comportement que la physiologie, pour autant des états positifs et négatifs. Mais la suppression, ça fonctionne moins bien parce que au niveau de l'expérience ressentie, comparativement à un groupe neutre sans instruction où on donne aucune instruction, là, au niveau de l'expérience ressentie, la suppression, oui, ça fonctionnait pour diminuer l'expérience ressentie d'un état positif, mais ça donnait rien pour l'état négatif. Okay? Ça changeait rien. Et au niveau physiologique, non seulement ça diminuait pas l'activation physiologique des gens au niveau positif ou négatif, mais ça l'augmentait. Okay? Donc, l'idée, c'est que peut-être que si vous êtes fâché, en essayant de montrer que vous n'êtes pas fâché, vous déclenchez encore plus cette physiologie de colère, là. Et donc, vous pourriez en rester encore plus dans un état de colère parce que l'aspect physiologique reste et en plus, vous n'arrivez pas à diminuer votre expérience ressentie. Okay? Donc, la suppression est peut-être une moins bonne, moins efficace stratégie que la réinterprétation cognitive. Okay? Et c'est en effet ce que ces chercheurs-là ont trouvé et ce que d'autres chercheurs trouvent aussi. Mais il faut faire attention à ça. Hein. Ça dépend énormément de la façon dont on le mesure, de la manière, du type d'expérience, d'étude qui est faite. Okay? Mais en général, on a des indices comme quoi la réinterprétation cognitive serait en général une meilleure stratégie que la suppression comportementale. Et entre autres, ce qu'on a trouvé dans certaines études, c'est que les gens qui ont tendance à faire de la réinterprétation cognitive, ils ont tendance à avoir des meilleures relations sociales, une meilleure gestion du stress et une fréquence plus élevée d'émotions positives, donc plus souvent d'émotions positives, alors que les gens qui ont plutôt tendance à faire de la suppression comportementale, ils ont plus tendance à avoir l'impression d'être moins socialement authentiques, parce qu'évidemment, si tu es tout le temps en train de cacher tes émotions négatives, tu as l'impression de ne pas être authentique. Okay? Ils ont une moins bonne gestion du stress et ils ont une fréquence plus faible d'émotions positives et plus élevée d'émotions négatives. Okay? Donc ça, c'est des choses, mais ici, n'oubliez pas, ce sont des corrélations. Là. Donc on ne peut pas nécessairement dire de ces études-là qu'ils ont des meilleures relations sociales, par exemple, à cause qu'ils font de la réinterprétation cognitive, ou qu'ils ont une moins bonne gestion du stress à cause qu'ils font de la suppression comportementale. On ne peut pas affirmer ça parce que c'est corrélationnel seulement. OK? Donc ça, c'est plusieurs choses que l'on peut dire à propos de la régulation des émotions. On peut la voir d'une manière très simple, où est-ce qu'on catégorise des événements dans lesquels on essaie de réguler nos émotions en 4 possibilités. On essaie de réguler à la baisse une émotion positive, à la baisse une émotion négative, à la hausse une émotion positive, à la hausse une émotion négative. Ou bien on peut le voir comme un processus dans le temps qui débute qui débute même dans les événements qu'on choisit de s'investir, des situations dans lesquelles on choisit de rentrer ou dans lesquelles on choisit d'éviter, okay? Que l'on choisit d'éviter, la façon dont on déploie son attention, dont on réinterprète l'interprétation, ou même la façon dont on va essayer de supprimer les signes externes de notre émotion. Et on a vu que certaines stratégies semblent favorables comparativement à d'autres, comme par exemple, la réinterprétation cognitive semble favorable à la suppression. Okay? Et on peut faire un peu le même... En passant, cette idée aussi de l'antécédent, là, au départ, là, dans le modèle de Gross, cette idée ici, là,
que la première place où vous pouvez intervenir, c'est ici. Okay? En sélectionnant lesquelles situations, dans quelle situation vous allez vous mettre ou choisir de ne pas vous mettre. Okay? Ça, c'est aussi très puissant au niveau de la régulation de la motivation. Okay? Lorsque vous essayez de faire un changement dans votre vie, puis vous voulez rester, vous voulez vous assurer que vous n'allez pas être tenté, par exemple, de revenir à la normale. Essayons, par exemple, quelqu'un qui veut essayer d'arrêter de boire, par exemple. OK? Et lorsqu'on voit les gens qui ont eu du succès à, disons, perdre du poids dans le cadre d'une diète ou arrêter de boire ou arrêter de fumer ou arrêter la drogue ou ainsi de suite, OK? Ou arrêter plein de trucs, mais prenons par exemple arrêter de boire, OK? Très souvent, on va penser que les gens qui ont été capables de faire ça, ce sont des gens qui ont beaucoup de volonté, en anglais de willpower. Okay? Puis on a déjà vu que la volonté, il y a des problèmes avec ça, là, comme théorie de la motivation. Là. Mais très souvent, on va dire, waouh, cette personne-là, elle a vraiment de la volonté. Comment qu'elle a fait pour dire non dans toutes les situations où elle avait vraiment envie, où les gens essayaient de la faire boire, où elle se retrouvait dans une situation où est-ce que c'était normal de boire, puis là, elle a eu de la volonté. Très souvent, si vous allez voir que les gens qui ont beaucoup de succès, c'est les gens qui ont compris qu'ils veulent se retrouver le moins possible dans des situations où ils vont devoir utiliser leur volonté. Très souvent, la clé du succès, c'est pas d'avoir une forte volonté. La clé du succès, c'est d'être capable d'éviter le plus possible les situations dans lesquelles tu vas devoir utiliser ta volonté. Ne pas sortir dans les bars. Ne pas sortir avec ses amis qui boivent. Ne jamais avoir de l'alcool dans la maison, par exemple. Tu sais, toute situation où on pourrait être tenté, les gens qui ont eu du succès, par exemple, à arrêter de consommer, ce sont des gens qui ont compris que la clé, c'était pas d'essayer d'augmenter sa volonté pour se contrôler. La clé là, du succès, c'était beaucoup, pas absolument, mais beaucoup là, de juste éviter les situations dans lesquelles on se mettrait dans cette situation-là. Okay? Donc, c'est très important, ça aussi, au niveau de la régulation de la motivation, là, pour rester motivé lorsqu'on essaie de changer un comportement, par exemple. Bon. Je retourne là où j'étais. Mais, vous savez, lorsque on parle de régulation des émotions, et on peut parler plus largement, là je vais commencer à parler plus largement de la régulation de l'affect, OK? Et l'affect, c'est les émotions, les humeurs, l'état dans lequel on est, OK? Qui est un état soit positif ou négatif, mais on a vu que c'est pas obligé d'être une émotion nécessairement, ça peut être une humeur ou quelque chose comme ça, ou, tu sais, donc, quand on parle de la régulation de l'affect, OK? Il est important de comprendre que la régulation de l'affect rentre dans un contexte beaucoup plus large, OK? C'est que le contexte beaucoup plus large, c'est que l'affect, les émotions, l'humeur, la façon dont vous vous sentez dans le moment, c'est extrêmement important pour vous adapter à votre environnement. Okay? Les réactions affectives, elles sont fondamentales pour s'adapter à notre environnement. Okay? C'est très important de ressentir, que ce soit du positif ou du négatif à différents moments. Extrêmement important. Okay? Et ça, il faut tenir ça en compte lorsqu'on parle de la régulation de l'affect ou de la régulation des émotions. T'sais? Voyons-le pas mal comme la même chose. Parce que c'est pas toujours souhaitable lorsqu'on a un état négatif de essayer de le diminuer à la baisse. Des fois, un état négatif est très important. C'est pas toujours souhaitable d'être dans un état positif. C'est pas toujours bien. Et donc, il faut comprendre que la régulation des émotions, ça rentre dans un cadre plus large, qui est le fait que tous ces états affectifs que nous ressentons dans une journée ou dans une semaine, ils sont vraiment importants là, pour notre adaptation à notre environnement physique, à notre environnement social. Okay? C'est très important. L'affect que vous ressentez dans le moment,
c'est une façon de... C'est quelque chose qui vous permet de distinguer rapidement entre des stimuli hostiles ou bienfaisants. C'est quoi la différence pour vous entre quelque chose qui est dangereux et quelque chose qui ne l'est pas? Mais très souvent, c'est un affect, une émotion que vous allez ressentir. Vous allez voir quelque chose ou quelqu'un et vous dire « Ah, cette personne-là, je me sens vraiment mal à l'aise, je me sens stressé avec cette personne-là ou je me sens en danger. » Ah, versus cette personne-là, je ne me sens pas en danger. Donc elle, c'est une bonne personne, elle, c'est une mauvaise personne. Voyez-vous comment l'affect, l'émotion que vous avez dans le moment vous donne de l'information importante sur est-ce que vous êtes dans une situation qui est bienfaisante ou hostile? OK? L'affect positif, par exemple, nous informe que la situation est bénigne et nous prépare pour une réaction d'approche. Si face à quelqu'un de nouveau que vous ne connaissez pas du tout, vous venez juste de rencontrer la personne là, dans la minute, là, et vous vous sentez bien avec cette personne-là, mais ça vous donne un peu d'information que cette personne-là vous semble bénigne, vous semble bonne, et ça augmente les chances que vous allez approcher cette personne-là, vouloir en savoir plus, vouloir avoir une conversation avec cette personne. OK? Mais l'affect négatif vous informe que la situation est menaçante, puis vous prépare à une réaction d'évitement. Vous rencontrez quelqu'un, puis dans la seconde où vous la rencontrez, vous avez vraiment un feeling, là, un creepy feeling, là, un feeling là, que quelque chose de bizarre, je me sens mal à l'aise avec cette personne-là, OK? Vous savez rien de cette personne, mais vous savez que vous vous sentez mal à l'aise avec elle. OK? Ça vous donne ça de l'information qu'il y a probablement quelque chose de négatif à propos de cette personne-là. Vous pourriez avoir tort en passant, hein? Mais très souvent, les premières impressions nous disent quelque chose d'important. OK? Même si à long terme, on peut avoir tort. Okay? Et de toute façon, on est obligé d'aller avec notre impression à court terme, tout de suite, immédiate, avec l'affect, parce que ça serait trop long d'essayer d'apprendre à connaître la personne parfaitement avant de décider est-ce que c'est dangereux que je sois ici. Okay? C'est préférable de, les premières minutes, là, de tout de suite aller avec son gut feeling. Ensuite, on peut réévaluer les choses. Okay? Donc, l'affect est très, très important, là, autant positif que négatif, pour nous donner de l'information importante pour nous permettre de nous adapter à notre environnement. Puis, on parle votre cerveau fait un genre de traitement de la situation, un genre de traitement affectif, là, où est-ce qu'il va regarder la situation, l'analyser, puis déclencher chez vous un affect positif ou négatif, de manière automatique, de manière rapide, sans réflexion consciente de votre part. Vous allez juste vous dire « Je me sens bien avec cette personne-là » ou bien « il y a quelque chose de vraiment qui me rend anxieux avec cette personne-là, par exemple. » Ou « Je me sens bien dans telle situation ou dans tel environnement physique. » Ou « Il y a quelque chose de bizarre ici, il y a quelque chose de... Je me sens pas bien ici. » Tu sais? Ce traitement super rapide, automatique, inconscient, est très important pour la survie. Très, très important. OK? Et ce sont des choses, ça, qui ont évolué, qui font partie de notre cerveau, si on veut, des compétences de notre cerveau, parce que ça a évolué, parce que c'était très important pour la survie. Et vous avez des mécanismes comme ça qui sont innés, même s'ils sont flexibles à l'apprentissage. En d'autres termes, vous pourriez, la première fois que vous êtes dans un environnement, vous dire « Ah, je me sens pas bien ici », puis graduellement réinterpréter la situation, puis dire « Non, finalement, cet environnement-là est correct, j'étais sous une fausse impression. » Mais souvent, lorsque vous sentez, surtout dans une relation sociale, là, si quelqu'un vous donne une impression là, de menace, là, vous avez probablement raison, il y a probablement quelque chose à propos de cette personne-là. Pas tout le temps, toutefois. Okay? Faites attention, des fois c'est important d'essayer de revenir puis voir est-ce qu'il y a vraiment quelque chose là. Mais vous ne devriez pas agir contre tout le temps vos gut feelings, vos impressions de départ. L'affect contribue aussi à d'autres formes de traitement cognitif plus complexes, comme l'imagination, le langage, la compréhension. Tout ceci, ce sont des processus élevés cognitifs qui dépendent de l'affect. Okay? Comme dans le langage, plusieurs des mots qu'on utilise ont une connotation affective. Lorsqu'on décrit le monde, très souvent on va le décrire avec des mots qui parfois ont des connotations positives ou négatives. Okay? Lorsqu'on comprend des choses, comprendre, c'est... Lorsque vous comprenez quelque chose, c'est un feeling positif.
C'est rare que vous comprenez finalement quelque chose puis vous êtes fâché de le comprendre. C'est toujours comme ah, je comprends, c'est toujours positif. T'sais? Donc, l'affect est, ou lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, c'est souvent frustrant. C'est très rare que quelqu'un va se casser la tête pour essayer de comprendre, par exemple, quelque chose en maths et de ressentir de la joie à ça. Très souvent, on va être frustré, on va être fâché d'être confus. Il y a un aspect affectif à l'apprentissage, la compréhension, au langage. Donc, toutes sortes de traitements cognitifs plus complexes sont basés sur l'affect. Donc, l'affect est extrêmement important pour comprendre le monde, pour interpréter le monde, pour être capable de le décrire, pour être capable de l'analyser cognitivement, et ainsi de suite. Okay? Et l'affect guide aussi souvent nos actions et nos prises de décision. Très souvent, nos prises de décision ou nos actions vont être fonction de comment on se sent, de nos gut feelings, tu sais? De nos impressions de base. Il y a quelque chose là-dedans que, non, ça me dirait, j'aime pas ça, donc je vais pas acheter ce produit-là. Ou il y a quelque chose de weird là-dedans, ou le vendeur me paraissait, tu sais, wow, je me suis senti vraiment bien tu sais, pas moi, avec telle compagnie, avec tel produit. Donc, le vendeur ou la vendeuse m'a mis dans un bon état. Je me sentais vraiment comme quasiment en famille. Donc, ou bien quand je pense à tel produit, je me sens bien. Ou quand je pense à faire telle chose, je me sens bien. Donc, ça va très souvent guider nos actions et nos prises de décision avant même qu'on ait fait une analyse précise là, des choses. Très souvent, là, les actions qu'on prend, les décisions qu'on prend, elles sont basées sur notre état affectif. C'est seulement après qu'on va faire une analyse rationnelle des choses pour dire voici pourquoi j'ai agi de la manière suivante. OK? Donc, il n'y a rien de mal là-dedans. Parce que s'il fallait réfléchir de manière rationnelle à toutes les décisions que vous prendriez, là, vous ne seriez même pas capable de sortir de chez vous. Tu sais? Je vais m'habiller, quel pantalon je vais mettre ce matin? Celui-ci ou celui-ci? Ben, c'est juste... Tu sais, bon, peut-être que c'est juste, vous avez aucun feeling par rapport à ça, c'est juste, je prends au hasard, mais il y a des gens que ça va être, non, aujourd'hui je me sens plus comme celui-là même, c'est pas obligé d'être de la grande joie, mais il y a comme un feeling un peu plus positif à propos d'un pantalon qu'à propos de l'autre, par exemple, tu sais, et si vous aviez à rationnellement choisir quel pantalon vous allez mettre, puis ensuite vous allez devoir rationnellement choisir quel bas, tu sais, ça va jamais finir, là. Juste pour vous habiller, pour vous sortir de chez vous, là. Ça va jamais finir. Okay? Donc, l'affect est extrêmement important dans la vie de tous les jours pour la survie, pour la fonction. OK? Et l'affect est aussi extrêmement important parce qu'elle nous donne des informations très importantes et elle nous influence beaucoup lorsqu'on est dans la poursuite d'un but, lorsqu'on essaie d'atteindre un but. Okay? Avancer vers nos buts ou vers nos objectifs, ça signifie souvent être confronté à des frustrations, à des déceptions et à autre type d'affects négatifs. Okay? Comme vous le savez très bien. Okay? C'est ça le défi d'essayer. Ça ne serait aucun problème lorsqu'on poursuit un but s'il n'y avait jamais de frustration, de déception ou quelque chose comme ça. Mais ce qui rend difficile la poursuite d'un but, c'est qu'il va y avoir des frustrations, des déceptions ou d'autres sortes d'affects négatifs, de la tristesse ou ainsi de suite. Okay? D'un côté, un montant modéré d'affects négatifs peut être adaptif ici. Okay? Donc, ici, ce serait un cas où est-ce que si vous ressentez, par exemple, de la frustration lors de la poursuite d'un de vos buts, par exemple, vous essayez de vous mettre en forme et si quelqu'un, par exemple, qui essaie de perdre du poids, puis là, des choses arrivent que finalement, la personne est frustrée par rapport à ce but-là. Okay? Est-ce que la personne voudrait nécessairement réguler à la baisse sa frustration complètement? Pas nécessairement, parce qu'un montant modéré de frustration ou de déception peut être adaptatif. C'est bien de se sentir mal par rapport à soi-même lorsque on souhaite atteindre un but et qu'on remarque qu'on ne fait pas les choses qu'on devrait faire ou on les fait mal ou ça ne fonctionne pas. C'est de l'information importante, cet affect négatif-là. Très important. OK? Un montant modéré d'affect négatif peut être très adaptif. Il peut nous permettre, par exemple, d'avoir plus de vigilance perceptuelle. OK?
c'est bien parfois, lorsqu'on veut avoir un but, d'être frustré. Lorsqu'on est frustré, on porte plus attention aux choses, on est plus vigilant. Ça pourrait nous permettre de finalement trouver qu'est-ce qu'on faisait de mal ou réaliser qu'est-ce qui nous bloque dans notre but ou quelque chose comme ça. Okay? Un montant modéré d'affect négatif nous prépare aussi à l'action. Lorsqu'on est fâché, lorsqu'on est en maudit, lorsqu'on est frustré, on a de l'énergie et on veut prendre action, on veut corriger la situation. Beaucoup plus que lorsqu'on est content et satisfait de nous-mêmes. T'sais. Donc c'est bien des fois d'être dans un état négatif. Ça nous pousse à agir. Ça mobilise notre énergie aussi. Beaucoup. OK? Donc, c'est pas. Lorsque vous êtes dans la recherche d'un but, dans la poursuite d'un but, puis vous ressentez de l'émotion négative, c'est pas toujours bien de la réguler à la baisse. OK? Mais d'un autre côté, un affect négatif persistant n'est pas nécessairement bon non plus. Okay? Si c'est tout le temps négatif, puis c'est très fort, très intense, c'est pas nécessairement bon. Okay? Un état négatif persistant peut grandement interférer avec comment efficace votre autorégulation est. Okay? C'est dur de prendre contrôle de son état émotionnel et motivationnel puis essayer de se remettre sur le droit chemin si on est vraiment dans un état négatif très très fort et constant, persistant. Okay? Un état négatif persistant peut aussi mener à l'aliénation de nos besoins personnels et de nos préférences émotionnelles. Okay? Où est-ce qu'on va aller contre soi-même, contre nos propres besoins, contre nos propres préférences. Donc, ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Et ça peut avoir un impact sur notre santé physique et émotionnelle. Voir la présentation sur le lien entre les émotions et la santé. Donc, lorsque vous poursuivez un objectif, un but, vous essayez de rester motivé à travers différents obstacles, mais les obstacles vont arriver, vous allez avoir de l'affect négatif. C'est bien d'en avoir un peu, vous ne voulez pas le diminuer totalement, mais vous ne voulez pas en avoir trop non plus. Donc, il faut trouver ce genre de milieu où est-ce que vous avez un montant d'affect négatif, de frustration, qui est optimal pour la poursuite de votre but. Okay? Et ça, c'est important. Okay? Les humains, évidemment, ont tendance à réguler leur affect en utilisant toutes sortes de stratégies. On en a déjà parlé, mais on peut en mentionner d'autres. Mais à cause que l'affect est si important, okay, comme on vient juste de voir, c'est important pour pour rester adapté dans l'environnement physique et social dans lequel on est. C'est bien important. C'est même parfois important pour la survie. C'est important. Ça nous donne de l'information importante lorsqu'on souhaite obtenir un but. Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on recule? Okay? Donc, à cause que c'est si important que ça, l'affect, les humains ont tendance à la réguler de toutes sortes de manières, entre autres avec de la suppression, on a déjà vu ça, du refoulement, ça c'est pas clair exactement ce que c'est exactement, mais l'idée c'est que les gens vont essayer parfois d'oublier ou de se forcer à oublier ou de tellement pas porter attention sur quelque chose finalement ils oublient un peu la chose qui les met dans un état négatif. Okay? La réinterprétation, on l'a vu. La distraction, où les gens vont essayer de se distraire. Okay? La projection, où les gens vont, par exemple, s'il y a quelque chose qui les frustre, ils vont se mettre à voir cette chose-là chez les autres et à blâmer les autres parce que les autres, comme par exemple quelqu'un qui a de la difficulté avec sa diète et qui va dire à tout le monde alentour de lui, tu devrais faire attention à ta diète, tu devrais faire attention, alors que la personne elle-même a ce problème-là, c'est de la projection. Le déni, les personnes vont nier qu'il y a un problème, etc. La compartimentalisation, où est-ce que les gens vont un petit peu comme cognitivement mettre des murs alentour d'un problème pour le compartimentaliser pour qu'ils se sentent pas mal de manière générale. Okay? Okay, bref, la régulation de l'affect est un processus commun de la vie émotionnelle. On le fait constamment avec toutes sortes de stratégies et c'est très important. Mais
et ce qu'on peut se demander, c'est qu'est-ce qui nous motive finalement à réguler notre affect? Okay? Parce que depuis le début de la présentation, je vous parle de différentes stratégies, dans le fond, pour la régulation émotionnelle. Je vous parle aussi du fait que la régulation émotionnelle, ça rentre dans un cadre plus large de l'affect, qui est très important. Okay? Mais on peut se demander à la base, parce que je ne vous ai pas vraiment dit, qu'est-ce qui nous motive à réguler notre affect? Pourquoi quelqu'un voudrait réguler son affect? Pourquoi quelqu'un voudrait réguler son affect? Ou son émotion? Pourquoi? C'est quoi, à la base, c'est quoi qui nous motive? Pourquoi on n'est pas des individus, pourquoi les êtres humains, on n'est pas une espèce qui ressentons complètement nos émotions et les exprimons complètement, les vivons complètement à 100 000 en laissant ça aller sans rien réguler? Pourquoi est-ce qu'on a tendance, dans pas mal toutes les cultures, à réguler notre affect? OK? En passant, il y a des grandes différences culturelles par rapport à quel affect on régule, puis dans quelle situation, puis comment on fait pour les réguler. Là. Mais s'il y a quelque chose de commun à l'être humain, c'est que l'être humain gère ses émotions. Au moins en partie et dans certaines situations. Or, pourquoi? Qu'est-ce qui nous motive à faire ça in the first place, en premier lieu? T'sais? Ben, une réponse populaire à cette question, c'est la théorie hédoniste. La théorie hédoniste, c'est l'idée que qu'est-ce qui nous motive à réguler nos émotions? Ben, ce qui nous motive, c'est le désir de maximiser notre plaisir puis de minimiser notre douleur ou notre peine. On régule nos émotions pour maximiser le positif puis minimiser le négatif. Ça, c'est une proposition possible. Okay? Ce qui nous motive à réguler notre affect, c'est qu'on veut augmenter les chances d'être positif puis éviter le plus possible le négatif. Okay? Donc, selon cette vision, les gens régulent leur affect puisque cela leur permet d'augmenter les sentiments plaisants et d'éviter les sentiments déplaisants. C'est la théorie hédoniste. Okay? Et il y a quelque chose là-dedans, c'est pas faux, là. Les gens utilisent souvent des stratégies de régulation pour se débarrasser d'un affect négatif ou pour se sentir plus positif. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais Et en plus, la régulation hédonistique est si puissante qu'elle peut parfois interférer avec d'autres processus d'autorégulation. Ça veut dire que des fois, les gens vont rechercher à éviter le négatif puis à se rapprocher du positif et ça va causer des problèmes. Même si ça cause des problèmes, ils vont vouloir faire ça quand même. Ça, c'est comment puissant est cette idée qu'on cherche à maximiser le plaisir puis à minimiser la douleur ou la peine, la détresse. Okay? Donc, il y a définitivement quelque chose là. Si vous dites ça, vous dites probablement quelque chose de définitivement vrai à propos des êtres humains et, dans le fond, à propos de toute forme de vie qui a un système nerveux, dans le fond. On souhaite éviter la douleur puis maximiser le plaisir. OK. Pas de problème. Mais ça ne peut pas être toute l'histoire. OK? Ça ne peut pas être toute l'histoire parce que il y a certaines limites à ça. Okay? C'est que dans la vie quotidienne, les gens s'engagent souvent dans des activités qui impliquent un affect négatif. Les gens vont regarder des films de peur. Okay? Et pendant le film, ils vont sursauter, ils vont avoir peur, mais ils aiment avoir peur. Mais ils ont peur pendant le film. C'est négatif, ça. Ou les gens, parfois, vont dans un état de nostalgie, écouter de la musique triste ou même penser à des choses tristes, à des mémoire triste ou quelque chose comme ça. Et il y a tout un aspect esthétique à ça, nostalgique. Okay? Et c'est négatif, ça. Okay? Les gens vont parfois faire des activités qui impliquent la douleur. Les gens font parfois des activités qui impliquent de la douleur et ils le font parce que ces activités veulent dire quelque chose pour eux, ça a un sens pour eux. C'est important pour eux. OK? Donc ça, voyons, où suis-je? Ça, c'est un problème pour la théorie de la théorie hédoniste. OK? Que très souvent, très souvent, on va se mettre dans des états négatifs. On va vouloir se mettre dans des états négatifs. OK?
Ça, c'est un problème pour la théorie hédoniste. Ou on pourrait dire, oui, mais c'est parce qu'on apprécie ces états négatifs-là. Oui, mais le fait qu'on apprécie ces états négatifs, c'est un problème pour la théorie hédoniste. Tu sais? Un autre problème, c'est que la recherche montre que les gens régulent souvent leur affect de manière à diminuer ou supprimer un affect positif ou amplifier un affect négatif. Okay? Donc bref, très souvent les gens vont à l'encontre de la théorie hédoniste en essayant d'augmenter leur état négatif puis en essayant de diminuer leur état positif. Tu sais? Par exemple, en attente d'une interaction sociale, les gens tentent souvent à rester calmes et à diminuer leur affect. Okay? Lorsque vous allez rencontrer quelqu'un, si vous êtes super excité, vous allez avoir tendance à essayer de vous calmer un peu. Parce que vous savez que si vous arrivez, hey, comment ça va aller, vous allez paraître, vous allez donner l'impression que vous ne voulez pas donner. Et donc, vous laissez de rester un peu plus en contrôle. Donc, très souvent, il y a plein de situations où est-ce qu'on est super positif, puis l'idée, c'est non, calme, reste en contrôle. Okay? Ça, là, ce que c'est réguler à la baisse votre état positif. Et très souvent, vous allez le faire. OK? Mais aussi votre état négatif. Mais positif aussi. Lorsque vous êtes devant une tâche qui va être exigeante, très souvent, si on regarde les gens se préparer à une tâche exigeante, si on regarde ce qu'ils font avec leur visage, la façon dont ils se parlent, les choses auxquelles ils pensent, ils ont tendance à diminuer leur état positif, puis se mettre dans un genre d'état un petit peu négatif, à se pomper un peu, tu sais, un peu comme préparatoire. Quand les gens se concentrent, là, ils sourient pas. Ils froncent des sourcils. Vous avez déjà remarqué ça? Les gens vont dire, OK, là, c'est plus le temps de niaiser, là. On arrête ça, là. Là, ça va être difficile, ça va être exigeant, cette tâche-là. OK, tu es prêt, là? Oui, tu sais, ils vont se parler de manière un peu plus négative, un peu plus, moins positive, avec une tonalité de voix un peu moins positive. Donc, les gens ont tendance à diminuer leur affect positif et à augmenter un peu leur affect positif en anticipation d'une tâche exigeante. Et ça, on le fait tous naturellement. Okay? Et ça va contre la théorie hédoniste. D'autres recherches suggèrent qu'on maintient parfois un affect négatif lorsqu'on est dans un état ruminatif ou centré sur soi. Si on est dans un état centré sur soi et qu'on a un affect négatif, on a une émotion négative, très souvent on va rejouer la situation dans sa tête pour répéter, pour rester dans cet état négatif-là, pour rester fâché, pour rester avoir l'impression d'être victimisé, pour rester dans cet état-là. OK? Alors que ça va complètement contre la théorie hédoniste. On devrait voir les gens essayer de se débarrasser de ça. Okay? Les gens qui font de la rumination chronique, c'est-à-dire les gens qui ont tendance à constamment repasser aux événements, constamment, ils auraient tendance, entre autres, à ne pas s'engager dans des activités plaisantes. OK? Comparativement aux gens qui font moins de rumination. Donc, on a des gens ici qui sont des gens normaux, là. C'est juste qu'ils ont plus tendance à faire de la rumination chronique. On ne parle pas de personnes qui ont des troubles de dépression clinique, là. Il y a des gens qui font plus de rumination chronique. Okay? Ben, ces gens-là auraient tendance à moins s'engager dans des activités plaisantes. Je dis à ne pas s'engager, mais je devrais dire moins s'engager dans des activités plaisantes que ceux qui font moins de rumination chronique. Donc, c'est comme s'ils souhaitent rester dans leur état un peu négatif. Okay? Et ces gens-là peuvent aussi être facilement influencés à s'engager dans des activités aversives, comparativement à des gens, donc négatives, là, comparativement à des gens qui font moins de rumination chronique. Donc, on voit que les gens, très souvent, agissent de manière à rester dans leur état négatif, même si surtout si ce sont des gens qui sont plus forts en termes de rumination chronique. Okay? Autrement dit, plusieurs instances de régulation de l'affect sont difficilement explicables par la théorie hédoniste. Ils ne font aucun sens quand on les regarde. Il y a plusieurs cas dans la vie quotidienne qui ne sont pas explicables par la théorie hédoniste, qui ne font aucun sens. OK? À ce point-ci, il faut éviter de penser que l'explication hédonique est la stratégie par défaut
et que toute autre forme de régulation est maladaptive ou pathologique. Donc, ce que je veux dire par ça, c'est que je suis pas en train de dire, il faut pas penser que, si les choses sont normales, les gens voudraient maximiser leur état positif puis minimiser leur état négatif. Donc, si les choses sont normales, si les gens sont en bonne santé mentale, ils devraient réguler selon l'explication hédoniste. Et c'est chez les gens qui ont des problèmes que là, on voit que ces gens-là souhaitent rester dans le négatif ou bien s'engagent dans des activités qui leur donnent pas du plaisir. T'sais, ça, c'est dans des cas rares de troubles psychologiques. C'est faux. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. La régulation affective non hédoniste, le fait de parfois diminuer son état positif puis aller vers un état plus négatif, c'est un comportement fréquent chez les individus en très bonne santé psychologique. Et c'est pas nécessairement indicatif de problèmes psychologiques, le fait d'essayer de diminuer à la baisse un état positif puis essayer d'augmenter à la hausse là, un état négatif. C'est pas nécessairement, on retrouve ça chez plein d'individus en bonne santé psychologique. Comme toujours, ce qu'on va retrouver chez des individus qui ont des troubles psychologiques, c'est à l'extrême. C'est les gens qui, à l'extrême, vont tout le temps, dans toutes les situations, et vraiment énormément rester dans le négatif ou constamment aller dans le négatif ou constamment éviter le positif. T'sais. Mais de manière équilibrée, on retrouve ça chez des gens en bonne santé psychologique aussi, même qu'on j'irais plus loin, c'est même important probablement pour la santé psychologique d'être capable de faire ça. Okay? Il y a des bonnes raisons de croire que la régulation non hédonistique, ça veut dire la régulation des émotions qui ne suit pas cette idée qu'on veut toujours maximiser le positif puis minimiser le négatif. Okay? Il y a des bonnes raisons de croire que faire de la régulation comme ça, c'est adaptif. C'est adaptif, c'est bon. Okay? Par exemple, une humeur positive peut souvent interférer avec la poursuite d'un but. Okay? Là, très souvent, lorsque les gens sont satisfaits, sont contents, ils sont moins motivés à continuer. Qu'est-ce qui nous motive, comme j'ai dit tantôt? C'est la frustration, c'est l'énergie, c'est la mobilisation de notre énergie. Quand les gens sont satisfaits, ils ont moins tendance à poursuivre un but. Okay? Donc, dans ce cas-là, il semble préférable, si vous poursuivez un objectif souhaitable, de maintenir un affect neutre plutôt que positif. Il serait préférable un peu parfois de diminuer votre état positif. Regardez tous les athlètes qui se pompent avant une compétition. Okay? Vous verrez très rarement des gens sourire et dire des choses positives. Souvent, ils vont faire un visage négatif, écouter de la musique, parfois agressive, se frapper sur la poitrine, par exemple, ou faire des mouvements comme ça, un peu agressifs, un peu violents, pour faire diminuer l'état positif, pour mobiliser cette énergie-là. Un affect négatif est très important pour détecter les menaces ou gérer les menaces de manière proactive. Les gens qui sont tout le temps positifs, ce sont des gens qui ne voient pas toutes les menaces et les dangers alentour d'eux. C'est très important d'être dans un état négatif dans la vie pour détecter les menaces, détecter les problèmes, etc. et les gérer. Okay? Donc, c'est très adaptif parfois d'augmenter son état négatif et de diminuer son état positif. Okay? Évidemment, gardez en tête que ça, c'est dans l'augmenter moyennement ou la diminuer moyennement. Là. Mais lorsqu'on parle d'augmenter ou diminuer de manière drastique et constamment, lorsqu'on parle des extrêmes, là, on tombe probablement dans des patterns de troubles psychologiques. Okay? Mais réguler ça d'une manière convenable, à la hausse, à la baisse, ça fait partie d'une bonne santé mentale. Et tout ce que ceci suggère, c'est que les fonctions psychologiques de la régulation affective sont beaucoup plus complexes que le propose la théorie hédoniste. On régule nos émotions pour des raisons beaucoup plus complexes que vouloir éviter le négatif puis augmenter le positif. Okay? Et la phrase qui revient souvent dans le milieu, c'est que les gens font de la régulation émotionnelle pas pour se sentir bien, mais pour se sentir comme il faut. Okay? Ou en anglais, not to feel good, but to feel as they should.
c'est cette idée que, dépendant dans la situation dans laquelle je me sens, ça serait préférable, non, dépendant de la situation dans laquelle je suis et l'activité dans laquelle je suis engagé et les buts que j'ai et ainsi de suite, ça serait préférable si j'étais dans tel état. Alors les gens vont avoir tendance à se mettre dans ces états-là. Et ces états-là ne sont pas toujours positifs. Ou pas toujours maximalement positifs, c'est ça que je veux dire. Bref. Donc, très souvent, quand vous regardez ce qui vous motive à vous réguler vos émotions, votre affect, c'est pas que vous voulez nécessairement vous sentir bien toujours, mais c'est que vous voulez vous sentir de la manière que vous pensez que c'est approprié de se sentir dans la situation. Okay? Donc ça, c'est très important à comprendre. Et dans la prochaine partie de la présentation, on va revenir et on va regarder justement la question suivante qui est, OK, comment qu'on sait dans quelle situation, comment on devrait se sentir? Comment qu'on sait, dans telle situation, si on devrait diminuer l'affect positif, augmenter l'affect positif, diminuer l'affect négatif, augmenter l'affect négatif? Comment qu'on sait? Et on va voir qu'il y a différentes contraintes, il y a différentes contraintes, différents éléments de la situation qui nous donnent des indices, qui nous disent il faudrait que tu sois un peu plus neutre, moins positif, ou un peu plus négatif, ou un peu plus positif. Okay? Il y a des contraintes qui sont sociales et des contraintes qui sont fonctionnelles. Et on va voir les deux dans la prochaine présentation. Je vous laisse là-dessus. Ciao!